vos applaudissements parce qu'on a là encore beaucoup de chance d'accueillir Franck Zal, Charlotte Rasser. Et est-ce que Christophe Madrol est arrivé? C'est pas sûr. Donc peut-être qu'il nous rejoindra en cours de route. On verra. On a beaucoup de chance de vous avoir. Merci beaucoup d'être là. Franck, je me souviens d'une première intervention dans le premier Biomime Expo en 2016, dans un ancien manège équestre à Senlis. Découverte fantastique de cette arène Nicole sur cette plage bretonne. Je veux bien qu'on nous apporte 2 micros, si ça vous... Attendez, j'y vais. Ça sera plus rapide. Hop. Plus simple, surtout. Hop là. Merci beaucoup. Hop. Merci. Donc, ravi de vous accueillir et de revenir avec toi, Franck, sur Emarina. Et puis derrière Emarina, sur ce formidable gisement d'innovation qu'est la biodiversité marine. Dans le biomimétisme marin est une grande famille. C'est pour ça qu'on est heureux de clôturer cette journée avec la ministre de la Mer, Annick Girardin, tout à l'heure. Voilà. Merci d'être là, Franck. Merci à toi, Alain. Je voudrais te féliciter parce que c'est vrai que j'ai été au premier Biomime Expo. Je vois que ça a grandi. Vous avez planté plein de graines avec Cibio et toi. Ce que tu fais, vous faites un boulot formidable et je voulais te remercier de ton invitation. Merci à toi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que c'est le vert. Est-ce que vous pouvez... Voilà, je vais retourner. Voilà, donc je vais vous présenter en fait mon aventure, qui est une aventure d'un chercheur qui a trouvé un ver sur la plage et surtout qui a trouvé des applications autour d'une molécule qui est quand même le dénominateur commun de la vie, qui est l'hémoglobine. Donc je commence toujours mon intervention par 3 chiffres et vous allez voir que ces chiffres vont vous parler. 100 millions, il manque aujourd'hui 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Tous les ans, 100 millions de litres de sang, en plus des dons de sang que l'on donne tous les ans. 23 828 personnes, aujourd'hui on en est à 26 000. C'est le nombre de personnes qui attendent un greffon sur la liste d'attente, en fait des greffons, en sachant que 700 personnes décèdent tous les ans et qu'on perd un greffon sur 2. Et 30 secondes, en fait, il y a une amputation dans le monde, toutes les 30 secondes liées à un problème de plaie, et notamment de plaie du diabétique. Et quand vous avez fait, en fait, quand vous résumez ces 3 chiffres, le dénominateur commun, c'est l'oxygène. On en a parlé tout à l'heure sur ce plateau. L'oxygène, c'est vrai que c'est quelque chose de bon pour la vie, mais ça peut être aussi quelque chose de toxique. Et on parlait du mal de tête, mais il y a aussi du stress oxydant. En fait, pourquoi on a besoin de produits sanguins? Pourquoi on a besoin de transporteurs d'oxygène? Parce que la vie est ainsi faite, on va de plus en plus vite. Quand il y a un accident de la route comme ça, on ne sait pas soigner le patient sur le lieu d'accident, on ne sait pas le transfuser. On doit l'emmener très très vite vers un hôpital parce que le sang est un produit périssable. Quand vous donnez votre sang, on peut le garder que 42 jours à 4 degrés. Et donc, voilà, ça demande en fait de renouveler en permanence des stocks de sang. Ici, je vous ai mis un bloc opératoire, une transplantation hépatique, c'est 20 à 25 kg globulaires, donc 20 à 25 fois 450 millilitres, donc énormément en fait, de produits sanguins. Et puis, je vous ai mis des photos d'attentats, c'est plus anecdotique, hein, vous ouvrez votre radio, vous avez un attentat quelque part dans le monde. Et moi, j'étais en fait à Paris quand il y a eu les attentats du Bataclan, et le lendemain, vous aviez ça sur les panneaux parisiens, donnez votre sang, on a besoin de sang pour sauver les victimes. Le problème, c'est que je vous disais que le sang est un produit périssable, donc on renvoyait les personnes chez elles, parce qu'on avait besoin en fait, de donneurs tous les ans. Donc moi, il y a une personne qui a guidé ma vie, mon parcours de chercheur, c'est le monsieur ici, le commandant Cousteau. J'ai eu la chance de le rencontrer et il m'a fait un peu ma feuille de route de jeune étudiant. C'est grâce à lui et c'est à cause de lui en fait que j'ai fait de la biologie marine. J'étais passionné en fait par tout ce qui est en fait, vous vous souvenez en fait la Calypso, l'Odyssée du commandant Cousteau. Et donc, en fait, il m'a fait ma feuille de route, je suis rentré au CNRS, je suis devenu chercheur en biologie marine et je me suis intéressé, en fait, donc j'ai navigué un peu sur tous les océans, comme il l'avait fait. J'ai plongé dans les abysses, donc on parlait de 500 personnes dans l'espace. Il y a moins de personnes qui sont allées, en fait, au fond des océans. Donc, j'ai eu la chance de plonger avec le Nautil, avec l'Alvin, en fait, à plus de 3500 mètres, 4000 mètres au fond du Pacifique. Je me suis intéressé toujours aux vers marins, à la biologie des vers marins, tout simplement parce que les vers, ça colonise, en fait, l'ensemble des milieux. Il y en a dans votre jardin, c'est les vers de terre. Il y en a dans les ruisseaux, c'est les sangsues. Il y en a en fait dans l'océan, ce sont les annélides polychètes. Et pourquoi je me suis intéressé principalement au milieu extrême?
Tout simplement parce que les milieux extrêmes, on en a parlé tout à l'heure, c'est des milieux dans lesquels, en fait, quand il y a des adaptations physiologiques, c'est comme si on avait une loupe ou un microscope pour voir les adaptations. Et donc, je me suis intéressé, en fait, au fond des océans, aux sources hydrothermales profondes, mais également à un environnement que vous connaissez tous, qui est sympa parce qu'on y va se baigner l'été, c'est la plage. Et la plage, je me suis intéressé à ça. En fait, c'était la question de recherche que j'avais quand j'étais au CNRS. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous et comment ça fonctionne? Donc, je savais qu'il y avait un ver qui s'appelait l'arénicole. Nous, en Bretagne, on l'appelle le busug. Et c'était juste une question de recherche fondamentale. Comment c'est capable, comment ce ver est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse? Il n'y avait aucune question de valorisation, de médecine, etc. Et puis finalement, donc ces vers, j'allais les chercher sur la plage. Et ce que j'ai trouvé chez ces animaux, donc vous savez tous qu'on a de l'hémoglobine à l'intérieur de globules rouges. Ça, c'est ce qui nous permet, donc c'est un peu le carburant qu'on met dans vos voitures pour aller amener en fait de l'énergie en fait à l'organisme. Et à l'intérieur de ces globules rouges, il y a une molécule qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le transporteur d'oxygène, sauf que la différence entre nous ici, on a peut-être des typages sanguins différents, et ça, c'est lié principalement à des sucres que vous avez à la surface de ces globules rouges. Moi, j'ai trouvé ça chez le ver marin, donc en regardant en fait, dans le système circulatoire. Et en fait, chez ce ver qui a 450 millions d'années, donc on parlait tout à l'heure d'évolution, ce ver en fait, n'avait pas encore de globules rouges. Et cette molécule, en fait, on a trouvé chez l'arénicole, le busug, en fait, le substitut sanguin universel qui peut être aujourd'hui transfusé à tous les groupes sanguins. Donc avec ça, donc moi j'étais au CNRS, j'ai décidé de quitter le CNRS pour valoriser en fait cette innovation. Et vous voyez 450 millions d'années qui nous séparent de notre ancêtre commun qui était une femme qui s'appelait Lucie. Et donc on a toujours la même structure de l'hémoglobine chez cet invertébré. Et on trouve également la structure de l'hémoglobine. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais l'hémoglobine on en trouve partout, même chez les plantes. Et c'est un transporteur d'oxygène qui était à l'origine une molécule qui détoxifiait en fait l'oxygène qui était toxique pour l'organisme et les organismes aérobies. Donc la première manip, ça a été transfuser en fait des animaux. On a montré que ça fonctionnait. Ça, c'était dans les années 2000-2007. Et puis en fait, la société a été créée et je souhaite en fait développer cette molécule pour aller soigner des patients. Donc, je crée une société qui s'appelle Emarina. Donc, de l'idée en fait au produit fini, parce qu'aujourd'hui ce produit est utilisé en fait en clinique. Vous allez voir en transplantation. Donc, de l'idée en fait d'un chercheur qui se balade sur la plage pour aller en fait essayer de comprendre comment ce ver respire entre la marée haute et la marée basse. Et donc, entre guillemets, en fait, l'arénicole, c'est le champion du monde d'apnée. Il est capable d'arrêter de respirer pendant 6 heures, alors que Guillaume Néry, c'est uniquement 11 minutes. Et donc, en fait, la molécule est décrite. Et puis, en fait, à partir de cette molécule, on en développe des plateformes technologiques, des produits dans différents, donc capables d'oxygéner une cellule, des tissus, des organes et des organismes. Et bien évidemment, donc, on a parlé ce matin en fait, de protection de la nature. Il était hors de question qu'on aille défauner toutes les plages de Bretagne. Donc, on produit aujourd'hui nos arénicoles en aquaculture à Noirmoutier. Donc, on a compris complètement le cycle de reproduction et on produit des tonnes en fait, d'arénicoles en aquaculture. On produit également nos molécules dans les conditions pharmaceutiques. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez ici, on est capable de faire du sang en poudre. Donc, je vous parlais tout à l'heure de 42 jours à 4 degrés en fait, pour des culots globulaires. Aujourd'hui, on est capable de faire du sang en poudre dans une petite fiole comme ça que vous voyez sur la photo. Vous avez l'équivalent d'une poche de sang, 100 typages sanguins. Vous pouvez le garder à température ambiante pendant plus de 5 ans. Et en fait, on le recompose avec de l'eau pharmaceutique, et on a dans la petite fiole là l'équivalent d'une dose. Donc nous, on envisage en fait d'amener ça maintenant sur les lieux d'accident, dans les SAMU, dans les voitures de pompiers, etc., pour soigner les personnes en fait sur les lieux d'accident. On développe le premier produit qui est ici. En fait, c'est un des produits pour la transplantation d'organes. Et comment ça fonctionne? Donc là, maintenant, je vais vous ramener en fait, sur la plage. Vous avez une paire de reins. Donc, vous savez, on a 2 reins. Le rein qui est connecté, il est oxygéné par la circulation sanguine. Et bien, l'arénicole, en fait, respire quand elle est sous l'eau. En fait, elle prend l'oxygène dissous en fait, de l'eau de mer qu'elle a au-dessus. Et elle vit pendant 6 heures sur le stock d'oxygène qu'elle a fixé sur ces molécules. À marée basse, en fait, vous voyez, il n'y a plus du tout d'eau, et donc elle vit en fait sur son stock d'oxygène qu'elle a fixé sur les transporteurs d'oxygène. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de la bio-inspiration. Il y a quelque chose d'extrêmement connu en médecine, et vous allez voir le rapport avec la plage, c'est qu'il y a des pathologies qu'on appelle ischémie-reperfusion. Ischémie, absence de circulation sanguine, et reperfusion, c'est quand on va déboucher un thrombus, par exemple. Et la plage, c'est marée haute, marée basse. Donc en fait, l'arénicole a complètement répondu aux problématiques d'ischémie-reperfusion, et ça depuis des millions d'années. On développe en fait ce produit pour différentes greffes. Donc on part sur la greffe en fait rénale.
Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que quand on préservait les greffons avec cette molécule, on était sur des greffons qui restaient beaucoup plus longtemps chez les patients, puisque en fait, la base, les fondations étaient stables, où le greffon n'avait même pas vu qu'il a été déconnecté en fait, de la circulation sanguine. Et donc aujourd'hui, on a montré qu'avec ce produit, 4 ans après la transplantation de personnes qui étaient greffées avec Hémodolife, on avait plus de 98% de survie contre 85% en fait, pour les techniques classiques. On a participé, vous avez probablement entendu parler de cette première mondiale qui a fait le tour du monde. En fait, ça, c'était une émission sur CNN où on a utilisé cette technologie pour faire une double greffe de face à un patient qui s'appelle Jérôme Hamon. 4 ans après, il n'a aucun problème de rejet. Vous voyez ici en fait, le transplant avec l'hémoglobine d'arénicole et dans le bocal, le visage est encore vivant. Et juste un scoop, en fait, on vient de faire aussi une double transplantation de bras et donc qui se passe extrêmement bien depuis 1 mois. Et donc ça, c'est pas de la magie, c'est tout simplement parce qu'on a compris comment ça fonctionnait, comment la biologie fonctionnait. On fait des pansements pour traiter des plaies, on fait des produits pour traiter en fait, les maladies parodontales, des traitements en fait, dans la perfusion pour traiter en fait, les personnes qui souffrent de pathologies, notamment la drépanocytose. Et tout ça grâce à cet arénicole, donc grâce à une observation en fait, de ce ver sur la plage. Et je termine ça. Donc c'est aussi une photo qui est extrêmement importante pour moi. Tout simplement parce que pour moi, la biodiversité, ce n'est pas un mot qui est à la mode. On est en pleine campagne présidentielle. On a l'impression que des partis politiques s'attribuent en fait la biodiversité. La biodiversité, ça fait partie de notre vie. Tout simplement, je vais vous amener maintenant dans une maison, un château où il fait extrêmement froid. Vous avez derrière vous en fait une super bibliothèque. Vous avez une cheminée, une boîte d'allumettes. Le premier réflexe que l'homme va faire, c'est de brûler les livres pour avoir chaud. Quand il n'y aura plus de livres, il va brûler la bibliothèque parce que c'est fait en bois pour avoir chaud. Et à un moment donné, il n'y aura plus rien, il aura toujours froid. Et il se posera la question, mais est-ce qu'il ne fallait pas que je lise les livres au lieu de les détruire? La biodiversité, c'est ça. On n'aurait jamais pu soigner les gens si on avait détruit ces arénicoles. Et la biodiversité, en fait, c'est comme une librairie. On doit lire les livres au lieu de les détruire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck Zal. Fabuleuse passion d'expert au service de la vie dans son ensemble, hein, la biodiversité marine, comme tu viens de est globale, et la vie humaine, parce que c'est ça qui est formidable dans le biomimétisme, c'est qu'on peut être utile à la nature et l'homme, hein, s'inspirer du vivant pour soigner l'homme. Mais aussi en retour mieux préserver le vivant à l'origine. Et en plus, ce sont des livres qui continuent à être écrits, qui continuent à s'écrire, parce que quand on travaille sur le biomimétisme, eh bien, on prolonge aussi, on enrichit cette bibliothèque, parce qu'on connaît de mieux en mieux. Et donc, c'est une bibliothèque évolutive qui est aussi en autocroissance. Donc, c'est ça qui est formidable. Vraiment, je tiens à remercier Franck Zal pour son engagement au service de la vie. Je sais que c'est pas facile parce que tu es sur des innovations de rupture. Ça nous trouble aussi culturellement. Hein, je vous ferai bien une petite transfusion d'hémoglobine d'Arénicola marina, ça doit faire un peu bizarre, mais le résultat est là et ça nous permet aussi à nous de nous super oxygéner. Donc merci encore pour tout ça. C'est à toi, là. On va rester dans le domaine de la bio-inspiration à vertu thérapeutique et médicale, avec là aussi, toujours dans le marin, une source d'inspiration fabuleuse, qui est la force motrice de l'ondulation. Et figurez-vous que ça peut même aider des gens à mieux vivre, tout simplement en mieux gérant leur flux sanguin. Ça s'appelle CoreWave. Merci beaucoup, Charlotte Raser, d'être là. Une autre très belle pépite de la bio-inspiration. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis responsable des affaires scientifiques et stratégiques chez CoreWave et je vais vous parler de la pompe cardiaque bio-inspirée qu'on développe. Donc, CoreWave, c'est une société de haute technologie médicale qui est au stade préclinique. On fait partie du French Tech 120 et on est basé à Clichy. Et donc, l'objectif de CoreWave, c'est, en s'appuyant sur une technologie de rupture bio-inspirée, d'établir de nouveaux traitements de référence pour les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque, c'est quoi ? C'est une pathologie dans laquelle le cœur, petit à petit, devient incapable de se contracter suffisamment pour fournir tous les besoins en sang et donc en oxygène à l'organisme.
Et c'est une pandémie mortelle qui touche aujourd'hui 60 millions de personnes dans le monde. Et ce chiffre, malheureusement, va en augmentant à cause de tendances sociodémographiques. Et pour ces personnes-là, c'est un diagnostic terrible, puisque un patient sur 2 décède dans les 5 ans qui suivent son diagnostic d'insuffisance cardiaque. Donc c'est un pronostic qui est pire que pour la plupart des cancers. Et rien qu'en France, l'insuffisance cardiaque est impliquée dans plus d'1 décès sur 10. Et en dehors de la mortalité, pour les patients, les symptômes représentent un très lourd fardeau au quotidien, parce que c'est des personnes qui vont développer une intolérance de plus en plus forte à l'exercice, qui vont avoir une fatigue extrême dès qu'ils font le moindre effort, puis quand ils ne font pas d'effort du tout, qui vont avoir un souffle court facilement, qui peuvent développer des œdèmes dans les membres inférieurs. Et donc finalement, une personne en insuffisance cardiaque assez avancée, c'est quelqu'un pour qui monter quelques marches d'escalier, c'est l'équivalent pour une personne en bonne santé de gravir 5 étages. Donc évidemment, c'est extrêmement limitant pour leur vie quotidienne. Et donc pour les patients qui sont en insuffisance cardiaque terminale, donc on estime qu'il y en a à peu près 140 000 par an aux États-Unis et dans les principaux pays européens. Pour ces patients-là, il existe une solution, qui est aujourd'hui un peu une solution de la dernière chance. Ce sont les pompes cardiaques. Donc on appelle ça aussi des LVAD, pour Left Ventricular Assist Devices. Et donc c'est des pompes qu'on implante vraiment collées au cœur, qui vont venir prélever du sang dans le ventricule gauche, donc dans la moitié gauche du cœur, qui vont le pomper et le ressortir dans l'aorte, qui est l'artère en sortie du cœur. Donc en fait, ça fait un circuit parallèle de circulation sanguine qui permet de fournir à l'organisme le débit cardiaque, enfin le débit sanguin que le cœur n'est plus capable de fournir. Et c'est une solution qui est véritablement sauve des vies, qui apporte une survie excellente à ces patients qui sont pourtant extrêmement malades au moment où on leur implante ces pompes. Mais on en implante seulement 8 000 par an dans le monde. Donc la question évidemment c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette thérapie qui sauve des vies n'est pas plus utilisée ? Et bon, là-dessus, la raison, c'est que ces pompes, effectivement, sauvent des vies, mais elles sont très loin d'être parfaites, et elles portent aussi un fardeau très lourd pour les patients. Et en particulier, elles apportent des effets indésirables, donc des complications sévères qui sont très fréquentes. Donc on parle d'AVC, d'hémorragie gastro-intestinale, d'insuffisance de la partie droite du cœur, d'infection, et j'en passe. Et en tout, 70% des patients qui ont une pompe cardiaque sont touchés par une complication majeure dans l'année qui suit l'implantation. Donc évidemment, ça les impacte énormément et c'est pour ça qu'on ne donne pas cette thérapie à tout le monde. Et par ailleurs, ces patients-là ont toujours une capacité d'exercice limitée parce qu'en fait, les pompes cardiaques qu'on leur pose aujourd'hui fournissent un débit constant, alors que vous et moi, pas particulièrement sportifs, quand on fait l'exercice, notre cœur pompe 4 fois plus que quand on est au repos. Pour ces patients-là, la pompe pompe toujours pareil. Donc ils ont en fait encore des symptômes d'insuffisance cardiaque, alors même qu'ils ont une pompe cardiaque. Et enfin, ces pompes-là ne permettent pas, ou très rarement, aux patients de récupérer. Donc finalement, quand ils ont cette pompe, il y a très peu de chances que leur cœur puisse récupérer une fonction suffisante pour qu'on arrête la pompe. Et ces limitations, elles sont très largement dues au fonctionnement de ces pompes, qui n'est absolument pas physiologique, c'est-à-dire qui est très éloigné de la manière dont le cœur naturel fonctionne, puisque ces pompes-là, elles sont basées sur une technologie rotative. Donc au cœur de la pompe, on a un petit rotor qui tourne sur lui-même à des milliers de tours par minute, et c'est ce mouvement-là qui entraîne le sang, qui permet de créer un débit sanguin. Donc ça marche très bien du point de vue de l'ingénierie, mais ça fournit un débit qui est quasiment constant. Donc ces patients-là se trouvent dans la situation extrêmement bizarre d'être en relative bonne santé, mais de n'avoir aucun pouls. C'est-à-dire que si on leur touche le poignet, on ne ressent aucun pouls parce que la pompe crée un débit qui est constant. Donc évidemment, c'est une situation très anormale pour l'organisme, et c'est une situation qui est liée à de nombreuses complications, parce que, par exemple, les cellules de nos vaisseaux sanguins ont l'habitude de ressentir une variation de pression dans le débit sanguin, et elles réagissent en fonction de ça. Donc quand on leur donne un débit constant, elles sentent la différence et elles ne réagissent pas normalement. Et donc cette absence de pouls a été liée à une variété de complications liées à la vasculature, et notamment les AVC, qui sont la complication qui cause le plus souvent le décès chez ces personnes-là, ou les hémorragies gastro-intestinales qui les ramènent le plus à l'hôpital. Donc pour réussir à dépasser les limitations de ces pompes-là et permettre aux patients d'avoir une meilleure qualité de vie et d'éviter les complications avec des pompes cardiaques, il faut changer de technologie, il faut une innovation de rupture. Et alors celle que CoreWave propose comme innovation de rupture pour une pompe cardiaque, c'est une pompe qui est bio-inspirée, biomimétique,
et donc qui se base sur la nage ondulante des animaux aquatiques. Donc on voit tous comment une anguille, par exemple, se déplace dans une rivière en ondulant sur elle-même. Bon, bah, c'est un mode de déplacement qui est extrêmement répandu dans les animaux aquatiques. On le retrouve chez des animaux aussi différents que donc, les anguilles, certains requins, des truites. Et donc le fait qu'on retrouve ce mode-là chez des familles de poissons qui sont très éloignées du point de vue de l'évolution, ça montre que c'est un mode de déplacement qui a été largement sélectionné, et donc sélectionné plusieurs fois séparément par l'évolution, parce que globalement ça permet de se déplacer dans un fluide de manière très efficace. Et donc comment on passe du déplacement de l'anguille à une pompe à membrane? Eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le concept donc, de pompe à membrane ondulante, dans lequel on a une membrane flexible, donc en polymère, qui ondule sur elle-même, comme l'anguille. Et simplement, autant l'anguille avance dans le fluide en ondulant, autant la membrane là va être fixée à une extrémité. Donc la membrane reste sur place, et par contre, c'est le fluide qui va se déplacer dans l'autre sens. Et donc c'est comme ça qu'on est capable de pomper du sang, avec le même principe de base que le déplacement de l'anguille. Après, si on y regarde d'un peu plus près du côté de la mécanique des fluides, en fait, plus que l'anguille seule dans sa rivière, on a une grosse différence qui est que la membrane, elle est coincée entre des parois rigides pour permettre d'améliorer le débit. Et donc finalement, ces parois rigides, eh ben, on peut trouver une analogie dans la nature et donc utiliser les travaux qu'on connaît sur les déplacements et la mécanique des fluides dans la nature en regardant ce qui se passe dans les bancs de poissons. Parce que finalement, les poissons adjacents jouent le rôle de parois rigides, et l'écoulement du fluide donc de la membrane entre les parois rejoint un peu ce qu'on peut voir sur un poisson au milieu de son banc. Donc à partir de ce concept très, très global de faisons onduler une membrane souple, on va créer un débit. On l'applique dans notre pompe cardiaque avec une membrane de forme discoïdale. Donc, au lieu d'avoir une forme très allongée comme un poisson, on a un disque. Et donc, si on regarde d'un peu plus près comment ça fonctionne, donc quand on regarde en coupe, les ondulations sont très claires. On a des ondulations des deux côtés de la membrane. Et en fait, la membrane est discoïdale, donc les ondulations se propagent de tout l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est ces ondulations-là qui vont permettre d'entraîner le fluide des deux côtés de la membrane et donc de pomper du sang. Donc ça, c'est un beau concept, et effectivement, ça marche pour l'anguille, ça marche aussi pour la membrane discoïdale. Maintenant, comment on fait une pompe cardiaque à partir de ça? Très grossièrement, on va ajouter une enveloppe à l'extérieur et un moteur à l'intérieur. Et donc pour CoreWave LVAD, donc la pompe cardiaque, ça donne ça. Ça donne une enveloppe extérieure métallique qui a la bonne forme pour être implantée collée au cœur. Et par contre, quand on regarde à l'intérieur, au lieu d'avoir un rotor qui tourne à plusieurs milliers de tours par minute, on a une membrane qui est ici en blanc, qui oscille de haut en bas. Et donc ces oscillations vont créer des ondulations qui entraînent le sang. Alors évidemment, il faut quelque chose pour créer ce mouvement d'oscillation. Donc ce quelque chose, c'est un moteur électromagnétique. Donc à l'intérieur, on a des bobines qui sont ici représentées en orange, et dans lesquelles on va faire passer un courant électrique alternatif. Donc ça crée un champ magnétique. Le champ magnétique entraîne un aimant en forme d'anneau, de haut en bas. Et cet aimant-là, il est relié à la membrane, et donc c'est comme ça qu'on est capable d'activer la membrane. Donc en fait, la membrane fait ces oscillations extrêmement rapidement, à peu près 50 fois par seconde. Donc ça crée un mouvement qui est quasiment continu. Mais par contre, on est capable très rapidement de changer la fréquence d'oscillation. Donc quand le cœur se contracte, on va osciller plus vite pour faire plus de débit. Et quand le cœur se décontracte, on va osciller moins vite pour faire moins de débit. Et c'est comme ça qu'on peut recréer un pouls. Et donc la pompe cardiaque est faite pour être implantée, comme les pompes actuelles, récupérer du sang dans le ventricule gauche et aller le ressortir dans l'aorte pour travailler en parallèle du cœur. Mais la grosse différence, c'est qu'au lieu de créer un débit qui est constant et qui est finalement indépendant du fonction du cœur, là, on peut créer un débit qui est pulsatile et qui est synchronisé avec le cœur. Et c'est aussi une technologie qui a cet avantage-là parce que la membrane en soi a peu d'inertie. Elle est petite, donc elle est légère, elle est en polymère et elle fait des mouvements d'amplitude très faibles. Donc on est capable quasi instantanément de changer de vitesse d'oscillation. Et donc c'est comme ça qu'on est capable de s'adapter au débit du cœur en temps réel. Et par ailleurs, c'est une technologie qu'on peut miniaturiser pour avoir une taille qui est compatible avec l'implantation et avoir aussi les conditions de fiabilité dont on a besoin sur ces dispositifs, qui sont des dispositifs avec une fonction de soutien vital et qui sont implantés, donc sur lesquels on ne peut pas faire de maintenance pendant potentiellement des années.
Donc, pour étudier le pouls finalement qu'on est capable de recréer avec cette pompe, on utilise un simulateur cardiovasculaire. Donc en fait, c'est un système hydraulique couplé avec un peu d'électronique derrière pour recréer les conditions de débit et de pression qu'on a dans les différents endroits du cœur et du système vasculaire d'une personne en insuffisance cardiaque plus ou moins avancée. Et donc sur ce simulateur, on peut faire tourner une pompe rotative. Et là, on voit que donc, sur le débit qui est représenté ici en bleu, on a des variations qui sont assez irrégulières et qui sont d'amplitude faible, autour d'une moyenne de 5 litres par minute, ce qui est le débit dont on a besoin typiquement chez ces patients-là. Alors que, donc de même sur la pression aortique, qui est ici représentée en rouge, on voit des oscillations qui sont très faibles, parce qu'en fait, c'est juste le cœur natif qui, par le peu de débit qu'il est capable de créer, crée des petites variations de pression, mais la pompe elle-même ne crée pas de variations de pression synchronisées avec le cœur. Et donc l'amplitude est de 10 mm de mercure, c'est l'unité de pression qu'on utilise, ce qui est très faible. Alors qu'avec la pompe CoreWave, on voit tout de suite que le débit crée de vraies oscillations régulières qui vont à peu près de 0 à 15 litres par minute, avec la même moyenne de 5 litres par minute dont on a besoin. Et sur la pression aortique, on voit tout de suite les oscillations qui ont une vraie forme régulière, et puis une amplitude de donc 30 mm de mercure, ce qui correspond à peu près aux valeurs normales chez ce genre de patients. Donc c'est grâce à cette technologie de pompe à membrane qu'on est capable de créer un débit qui est pulsatile, qui en plus se synchronise avec les battements cardiaques en temps réel, et puis qui est capable de s'adapter à l'activité du cœur pour pomper plus quand le patient va monter des marches et pomper moins quand le patient va dormir. Donc, évidemment, pour développer ce genre de technologie, il y a tout un ensemble de compétences à mettre en œuvre. Déjà, du point de vue de l'ingénierie, on a une pompe qui doit avoir des performances hydrauliques, donc créer des débits et des pressions très forts, en plus de manière pulsatile, tout ça dans une taille réduite, et puis avec une fiabilité irréprochable sur des années. Et c'est aussi un dispositif médical qui va interagir avec l'organisme, donc en l'occurrence surtout avec le sang. Donc il faut faire très attention à ce que le fonctionnement de la pompe n'abîme pas le sang, ne promeuve pas la coagulation qui pourrait faire des complications. Donc vraiment, il y a un programme de R&D de Deep Tech derrière qui met en œuvre une variété de domaines scientifiques et techniques qui va de la mécanique des fluides à l'hématologie, en passant par la science des matériaux ou à l'électronique. Et pour mettre en œuvre toutes ces compétences, on a bâti une véritable aventure industrielle derrière CoreWave. Donc une aventure qui a démarré dans les années 90 avec l'invention de la pompe à membrane ondulante, qui pour CoreWave elle-même a démarré en 2012 avec la création par un startup studio. Donc il y a 2 personnes au départ qui ont fait les premières preuves de concept dans l'appartement de l'inventeur. Ensuite, CoreWave a déménagé dans un incubateur de start-up à Agoranov, puis un autre un peu plus grand. L'équipe a grossi au fur et à mesure. Et maintenant, depuis 2017, on a un centre de R&D à Clichy avec 9 laboratoires, unités de production préclinique. On est plus de 50. Et on a su réunir les moyens dont on avait besoin pour cette aventure en levant plus de 80 millions d'euros de financement. La technologie est protégée par 15 familles de brevets. Et puis, on est essentiellement en fait, plus de 30 ingénieurs et docteurs dans l'équipe. Pour finir, comment on passe de la nage ondulatoire aux patients en insuffisance cardiaque? Par le biomimétisme. Donc on a cette technologie de rupture qui est bio-inspirée, qui permet de transformer un mode de déplacement efficace en milieu marin à une membrane en silicone au cœur d'une pompe cardiaque. Et donc à partir de cette technologie, on peut avoir des avantages qui sont uniques pour une pompe cardiaque, donc créer une pulsatilité qui est synchronisée avec le cœur, adapter le débit en temps réel aux besoins du patient et respecter les contraintes de taille et de fiabilité dont on a besoin pour une pompe cardiaque. Et en définitive, le but pour CoreWave, c'est vraiment de transformer ce changement de paradigme technologique en un changement de paradigme clinique pour apporter aux patients une survie élevée, réduire enfin les complications dont ils souffrent, améliorer leur capacité d'exercice dans la vie quotidienne et puis favoriser la récupération cardiaque pour permettre à certains de finalement ne plus avoir besoin de pompe cardiaque. Formidable, bravo Emarina et CoreWave. Impressionnant. Je laisse Franck faire un commentaire, mais quand on vous dit que la bio-inspiration peut nous amener loin et peut aider à la santé humaine, voilà 2 très belles démonstrations. C'est aussi 2 très belles démonstrations de ce que moi j'appelle bien volontiers souvent la biomime deep tech,
Parce que la deep tech et les startups innovantes, c'est pas que les brosses à dents connectées de Las Vegas. Il y a des choses extraordinairement passionnantes qui sont en train de se développer. Il y a de l'initiative et de l'excellence française sur ces approches. On salue l'inventeur Jean-Baptiste Drevet dans les années 90 parce qu'il y a toute une filiation d'inspiration et d'innovation issue de cette force motrice de l'ondulation marine, Phoenix, avec son moteur hors bord, là, que vous pouvez voir dans sa cuve là-bas. Allez le voir en niveau S2, Hill Energy avec la membrane hydrolienne ondulante, CoreWave, les pompes industrielles, extraordinaire la force marine de l'ondulation. Bravo, merci beaucoup. Franck, un commentaire? Oui, en fait, un commentaire, c'est on voit que tout ça, c'est un long parcours. Hein. On parle Deep Tech 1990. En fait, c'est pas de la magie. En fait, quand on part en fait d'une innovation de rupture, il faut du temps, surtout dans le domaine de la santé où c'est très très réglementé, où les réglementations changent, etc. Donc Deep Tech, là, on voit 90 et Marina 2007. Juste pour vous dire, en fait, tout ça, ces innovations de rupture, vous avez sûrement entendu ça, mais je le répète, ça vient de la théorie de Schopenhauer. Schopenhauer, quand on a dit en fait qu'on devait faire une pompe cardiaque, probablement l'inventeur a entendu ça, comme moi j'ai entendu ça. Ça passe par ridicule, dangereux, évident. Et donc ça, c'est à peu près un cycle d'une vingtaine d'années. L'ARN messager, ça fait 36 ans qu'on sait qu'on peut faire un vaccin, 36 ans pour le faire apparaître. La pénicilline, c'était 20-25 ans. Donc, ce n'est pas la magie. Et ça, je dis ça pour les investisseurs, il faut du temps. En fait, si on met du temps, la patience, on a un retour sur investissement. Mais voilà, donc c'est du temps pour développer toutes ces technologies de rupture. Absolument, du temps, de l'énergie, de la passion. Je voudrais qu'on clôture cette séquence avec Christophe Madrol qui nous a rejoint. Pourquoi? Parce que... merci beaucoup. Merci Christophe de... Non mais restez là Charlotte, restez là. Merci Christophe d'être là. Oula, il m'embrasse. Ah oui. Si. C'est la région sud qui débarque, c'est la Méditerranée, c'est sympa, c'est chaleureux. Bah voilà, on était... pourquoi Christophe Madrol? Parce que je voulais d'abord te montrer, si tu ne les connaissais pas, de fabuleuses histoires d'innovation en biodiversité marine et en biomimétisme marin. Tu es en charge d'une très large direction au sein de la région sud qui touche à la biodiversité marine, à l'écologie d'une manière générale. Et on était ensemble à Marseille, en partie grâce à toi, au Congrès mondial de la nature. Voilà, on a fait ça à Marseille avec cette fresque de 51 mètres de long sur le biomimétisme qu'on a positionné au Parc Chanot pendant toute la durée de la semaine du Congrès mondial de la nature. Et ce soir, grâce à toi, on va clôturer cette journée avec la ministre de la Mer, Annick Girardin. Et donc, c'était un clin d'œil pour te redire à quel point la biodiversité marine est un avenir d'innovation absolument fabuleux. D'abord, merci, bravo. Moi, je suis très content d'être là parce qu'à plusieurs titres. D'abord, je suis un écologiste moderne qui considère que l'écologie doit, au-delà de la protection de l'environnement, de la protection de la planète, pouvoir avoir une liaison avec l'économie. Parce que je considère aujourd'hui que développer l'économie, innover, construire, être concurrentiel au niveau national, parce que vous avez des idées incroyables. J'ai fait un tour dans le salon, une fois encore, tu m'as impressionné. Ça, c'est le premier point, c'est l'amour que j'ai pour la planète. L'amour. C'est eux qui font. Hein. Oui, mais c'est pour ça que c'est vous qui faites, mais j'y arrive. Après, c'est une rencontre avec Alain, parce que dans mon monde politique, c'est pas tous les jours sympathique. On se répète souvent les mêmes choses. On se regarde le nombril. On regarde parfois les citoyens en se disant mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter, qu'est-ce qu'on peut leur dire, et surtout voter pour nous régulièrement. Et quand j'ai rencontré Alain, j'ai trouvé avec son équipe quelqu'un de passionné. Et j'aime la passion, surtout dans ces moments un peu compliqués dans le monde politique où on est très dans la polémique, où on râle, où on remet en cause l'identité française, où on remet en cause le fait qu'il n'y ait pas d'innovation en France, le fait qu'on n'est plus concurrentiel, le fait qu'on va se faire manger par les petits Chinois, les petits Indiens, les Américains et tout. Et puis j'arrive ici et puis je vous vois, j'ai fait le tour et je me rends compte que ce que vous faites, ce biomimétisme, ces solutions basées sur la nature, ce regard que vous avez pointu, d'où vous venez par rapport à votre formation. Les ingénieurs, les médecins, les architectes. Je parlais tout à l'heure avec mon ami Jacques Rougerie,
qui est un immigré à Marseille maintenant. Et je suis très content que l'immigration aussi vienne du nord vers le sud. Et comme j'aime l'immigration qui vient du sud vers le nord, je suis très ouvert par rapport à ça. Et puis j'ai découvert des gens qui innovaient. Et pour moi, c'est ça. C'est ça, faire France. C'est ça, être dans cette dynamique européenne de ce savoir-faire et de ce travail que l'on fait de se regarder la nature et trouver l'expérience sur la nature. J'écoutais votre exposé, bravo. Sincèrement, je suis fasciné. Vous savez, moi, l'image que j'ai de l'ondulation, c'est l'homme de l'Atlantide. Vous vous rappelez, vous êtes un peu jeune, mais j'en étais, moi, comme Alain, on regardait, on passait nos samedis après-midi à téléphoner, à nous dire, je ne sais pas si toi aussi, homme de l'Atlantide, l'homme de l'Atlantide contre, tu te rappelles. Et c'est vrai que cette ondulation et comment ce gars nageait dans l'eau, on a tous essayé en piscine, je vous rassure. Moi, je ne vais pas très loin en piscine, mais Alain va beaucoup plus loin que moi. Et cette ondulation, vous avez pu traduire cette ondulation en une expérience, une innovation technique incroyable. Comme d'autres aujourd'hui, comme le moteur, comme tout ce que tu m'as appris. Donc c'est vrai que la transfusion sanguine. Et la transfusion sanguine. L'hémoglobine universelle. Tous les exemples sont incroyables. C'est pour ça qu'en tant que responsable politique, en tant que gestionnaire des fonds publics, en tant qu'acteur de la vie sociale, en tant qu'écologiste, je pense que ce biomimétisme, le travail que vous faites, vous devez en être fier. Fier du travail que vous faites, fier du travail des petites pierres que vous montez au fur et à mesure. Je sais que ce n'est pas évident de lever des fonds. J'ai eu dans une autre époque aussi à monter et à structurer des associations droits de l'homiste, comme on dit aujourd'hui. Je sais que comme c'est compliqué d'aller chercher des fonds et comment c'est compliqué de pouvoir construire. Mais ce que vous faites quand vous levez des fonds à partir de votre expérience et de votre vision des solutions basées par la nature, moi je vous dis chapeau. Chapeau, je suis un vieux monsieur déjà, beaucoup plus vieux que vous, mais ce que votre génération m'impressionne sur le côté de l'innovation que vous faites. Et ce n'est pas de la démagogie. Si vous seriez à Marseille, je vous dirais votez pour moi, mais vous êtes à Paris, donc ce n'est pas la peine, donc il n'y a pas de démagogie. En tout cas, moi je suis très, très, très fier de ce que vous faites. Très fier en tant que responsable politique, très fier de ce que vous construisez et très fier en tant que citoyen. J'aime cette France-là. Je ne veux pas cette France qui se renferme sur elle-même. Je ne veux pas que cette France qui se regarde le nombril. Il n'est pas en campagne. Hein. Non, il est comme ça tout le temps. C'est toujours moi, ça. C'est le côté marseillais. Mais par contre, j'aime cette France qui regarde, cette France qui s'ouvre et cette France qui innove. Merci pour le plaisir que vous me faites de m'accueillir. Merci. Eh bien, on prend. Merci Christophe. C'est partager tout ça, c'est l'énergie collective et on construira demain tous ensemble et pas les uns contre les autres. C'est évident. C'est aussi un des grands enseignements de l'observation du vivant. Merci Franck Zal, merci Charlotte Raser. Et on va continuer dans le soin à travers la table ronde suivante. Merci beaucoup. Merci. À plus tard Christophe. Merci beaucoup.